Eux, ils savaient que j'étais noir, mais moi, je ne savais pas. Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit. Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Rêvons. À quoi rêvons-nous ? Kobo by Fnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almérac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. Aujourd'hui, rencontre avec Mohamed Mbougar Sarr, à l'occasion de la sortie de La plus secrète mémoire des hommes. Le Goncourt 2021 a été attribué au premier tour par 6 voix à Mohamed Mbougar Sarr pour son roman publié aux éditions Philippe Ray, Jimsan, La plus secrète mémoire des hommes. Ce mercredi 3 novembre 2021, tous ceux et celles qui s'intéressent de près et même de loin à l'actualité littéraire et à la littérature ont été transportés par l'annonce d'un prix Goncourt dont votre collection La couleur des mots rêvait. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr est le 4e roman d'un auteur prodige de 31 ans, littéralement inconnu du grand public avant d'être auréolé du Graal des prix littéraires, le plus irradiant. Et ce roman, selon les propres mots de son auteur, serait une marche dans le labyrinthe, sous l'étoile d'un fantôme qui pourrait être la littérature même. On vous laisse faire l'expérience de sa lecture en vous procurant un exemplaire de ce roman essentiel qu'il est tout à fait vain de vouloir résumer ici. D'autres s'en seront chargés ou auront essayé. Et ce que nous vous proposons maintenant est de faire plus ample connaissance avec son auteur, qui souvent préfère s'effacer derrière son œuvre portée et révélée. Les œuvres sont vivantes. Et comment sont-elles vivantes ? Elles le sont parce qu'on les lit au moment où on est vivant avec elles. Le lauréat du célèbre prix Goncourt est Mohamed Mbougar Sarr. C'est la première fois que le plus prestigieux des prix littéraires en France est décerné à un auteur d'Afrique subsaharienne. Dans l'histoire littéraire du Sénégal, c'est un événement, et indépendamment de ma personne. Bien, le prix Goncourt vient d'être annoncé. Il a été attribué à Mohamed Mbougar Sarr. Il est sénégalais, il a 31 ans. Aujourd'hui, un jeune Congolais, un Béninois, un Haïtien, un Marocain, un Algérien ne se dira plus en réalité ces prix-là ne sont pas pour moi, je ne peux pas y avoir accès. À la une ce soir, Mohamed Mbougar Sarr, écrivain sénégalais qui remporte le plus prestigieux des prix littéraires français, le prix Goncourt. C'est historique, le premier subsaharien à être distingué. En effet, le français est plus que la France, déborde la France. Il est l'homme du jour, Mohamed Mbougar Sarr, il est sénégalais, il a 31 ans et donc il a reçu le prix Goncourt. Je suis purement par nationalité sénégalais, mais après il y a un autre pays qui est un pays plus poétique, un pays de livres, un pays d'écrivains, un pays de voix qui me guide. Et ce pays-là est le pays de la littérature. Mohamed Mbougar Sarr, j'ai trouvé une introduction pour notre rencontre. Vous savez, c'est exactement pareil que lorsqu'on écrit un roman, la première phrase compte. Et si on se trompe avec la première question, les auditeurs s'en vont. Alors il faut faire un peu attention. La pression est sur vous, là. C'est une pression, exact. On va se tourner tout de go, car voici l'idée, vers le Sénégal. Et après tout, si on le fait, c'est que il me semble avoir entendu, je ne sais pas, dans l'un des quelques 1938 interviews que vous avez données avant. 39. Oui, voilà, le 39e. Que vos premières pensées, en apprenant l'annonce du lauréat, c'était donc vous, ont été pour votre famille et vos proches là-bas. C'est exact ? Oui, c'est exact. C'est à eux que j'ai pensé. Parce que, de façon tout à fait simple, ils me soutiennent et m'accompagnent depuis le début. Il n'est pas toujours évident, quand on est parent, par exemple, de savoir que son fils veut être écrivain ou se plonge ou s'engage dans cette carrière-là de plus en plus. Mais eux m'ont toujours beaucoup soutenu, comme ils l'ont toujours fait depuis le début.
Et je crois que j'y ai aussi pensé à eux parce qu'ils étaient beaucoup plus tendus, nerveux, stressés que moi, je pense. Et j'ai pensé à leur joie toute simple. Et elle m'a moi-même rempli de beaucoup de joie. Voilà. Alors vous avez peut-être aussi pensé à ceux qui étaient réunis à la Maison des écrivains ce soir-là à Dakar. Le prix Goncourt que vous avez obtenu va marquer des générations d'Africains. C'est possible. J'espère qu'il marquera positivement. Et que, en fait, j'ai l'impression, je l'ai tout de suite compris. Enfin, ça, je ne l'ai pas tout de suite compris. Ça m'est arrivé quelques jours après. J'ai pris la mesure de ce que ça pouvait avoir comme retentissement sur le continent africain, au Sénégal en particulier. Le sentiment que ce n'était pas que moi qui l'obtenais, mais qu'à travers moi, beaucoup de gens se sentaient encouragés, reconnus, salués. Et je pense qu'ils ont raison aussi. Parlons des prix, de leurs conséquences et de l'effet que ça fait. Vous vous méfiez de certaines reconnaissances ? Je me méfie surtout de mon comportement, de mon attitude devant certaines reconnaissances. Parce que finalement, les reconnaissances sont là et la valeur qu'elles prennent dépend surtout de la manière dont on les reçoit et dont on les vit. Donc au fond, c'est surtout de moi que je me méfie. Les reconnaissances littéraires sont toujours des encouragements et je pense qu'il ne faut les voir qu'ainsi. Et même le Goncourt est un encouragement formidable, certes, mais un encouragement tout de même, dont il faut se méfier, c'est de sa tentation à changer ou se prendre pour ce qu'on n'est pas parce qu'on a reçu une reconnaissance. Voilà. Vous citez souvent la phrase de celui dont on va beaucoup parler plus en amont de notre conversation lorsqu'on évoquera un peu plus en détail ce livre lauréat, ce livre phénomène, ce livre phénoménal. Il y a plus de médailles que d'écrivains. Oui, c'est Wologam qui dit ça. Oui, et je pense qu'il a tout à fait raison en un sens. Hein. C'est une phrase qui est très profonde, en fait. Ça semble tout à fait anecdotique, dit comme ça, un peu simple, mais c'est une phrase qui est très, très profonde. Quelles sont ces médailles ? Ce ne sont pas que des reconnaissances littéraires, véritablement. Il y a beaucoup de projections symboliques qu'on envoie comme ça sur les écrivains ou sur les œuvres, qui sont aussi des médailles. Et quand il dit il y a plus de médailles que d'écrivains, ce qu'il veut aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de récupération possible qu'il n'existe d'écrivains. Et qu'il y a beaucoup de tentations à dire il vient de là, voilà notre fierté, voilà. Tout ça sont des médailles qui débordent, non seulement tout écrivain, mais qui débordent quasiment le nombre d'écrivains qu'il peut y avoir. Après, sur les questions de reconnaissance, ça c'est très français. Il y a tellement de prix littéraires que parfois je me dis que le véritable exploit, c'est de ne pas en avoir dans toute sa carrière. Ah là, vraiment, Mohamed Mbougar Sarr, vous exagérez un peu. On est ici aux éditions Philippe Ray. Je sais que l'éditeur vaillant qu'est Philippe Ray a entendu un jour cette promesse venant de vous en disant « Si je suis sur 3 prix en sélection, je vous promets, très cher Philippe, de faire le marathon. » Ce que vous n'avez d'ailleurs pas fait, pas d'entraînement, alors que vous étiez sur presque tous les prix, il y a plus de 7. Pas encore, mais ça viendra. Philippe Ray me suit, il me rappelle tout le temps cette promesse, il a raison. Je n'y échapperai pas, je courrai le marathon, je l'ai dit solennellement ici devant tout le monde. Là, le marathon prend plutôt l'aspect de ces interviews qu'il faut faire, de ces plateaux télé qu'il faut fréquenter, de ces radios dont il faut honorer de sa présence les studios, de ces journalistes qui écrivent sur vous et qui vous lisent. Est-ce que vous aviez en tête
Pour finir sur ce moment-là particulier dans votre parcours, votre court et fulgurant parcours, votre trajectoire étonnante qu'on va scruter méticuleusement pendant tout ce moment de cet épisode de La couleur des mots, est-ce que vous aviez en tête ceux qui vous ont précédé? Est-ce qu'il y avait des Goncourt qui vous sont apparus comme ça en filigrane et presque comme, non pas des fantômes, mais des présences? Oui, je pense toujours à ceux qui m'ont précédé, parce que ce sont mes guides véritables dans l'écriture, ce sont mes maîtres dans l'écriture, ce sont mes modèles, mais ce sont aussi ceux qui m'effraient. Donc oui, je pense toujours pendant l'écriture à ceux qui m'ont précédé dans l'écriture. C'est la conception même que j'ai de la littérature comme histoire. Et parmi eux, ce ne sont pas forcément tous des Goncourt, ils n'ont pas tous reçu le prix, mais parmi eux, il y a quelques prix Goncourt, oui. Mais la majorité sont des figures, même de littérature, écrites dans une autre langue que le français. Ils n'ont pas reçu de Goncourt, mais oui, je pense toujours à eux. Dont un, peut-être, puisque vous préfacez la réédition de son ouvrage, qui fait du bien à lire aujourd'hui, René Maran. Oui. René Maran est connu pour avoir publié en 1921 son premier roman, Batouala, en tout cas le roman qui lui a valu le prix Goncourt, 1921. Mais il a aussi écrit un certain nombre d'autres textes que Batouala a éclipsés par son retentissement, le Goncourt, le scandale qui en est né, les polémiques. Et parmi eux, il y a Un homme pareil aux autres, qui est un merveilleux roman qu'il faut lire aujourd'hui parce qu'il nous parle aussi des questions sociales, des questions de ce qui nous sépare, notamment des couleurs de peau, tout simplement, de ce que ça pose comme problème et comment tenter d'aller au-delà. Et il les pose à travers le sentiment qui invite le plus finalement à se regarder en face, qui est l'amour. Et il le pose de façon très belle. Et j'estime que c'est un livre que je préfère en tout cas. Je le préfère à Batouala parce que je trouve qu'on y trouve le Maran sensible, extrêmement fin psychologue, puis très intime, qui va au fond de ces questionnements existentiels sur les races, entre guillemets, sur les séparations que les couleurs de peau peuvent créer, jusque dans l'amour. C'est un très beau roman. Et les éditions du Typhon, qui ont eu la bonne idée de le rééditer, m'ont fait l'honneur de me demander une préface. Voilà. C'est bien de le dire, Mohamed M. Bougar Sarr, parce que finalement, il a lutté une bonne partie de sa vie, René Maran, contre cette assignation, puisqu'il était le premier, en 1921, homme noir à remporter le Goncourt. Vous aussi, vous allez devoir peut-être longtemps avoir à entendre que vous êtes le premier Africain subsaharien à avoir remporté le Goncourt. Il y a ce parallèle-là, mais ça nous permet d'encadrer le débat. Alain Mabanckou, que l'on a eu comme interlocuteur, évidemment, dans cette collection La couleur des mots, a tout de suite tweeté le 3 novembre, dès qu'il a su que vous étiez lauréat, qu'il s'agissait d'un jour historique pour la littérature mondiale. Un jour que le Sénégal honorait. Comme si vous étiez le Sénégal. Non, après, je comprends ce que Alain Mabanckou veut dire là. Je pense que dans l'histoire littéraire du Sénégal, c'est un événement, et indépendamment de ma personne. C'est un livre qui est couronné, et ce livre, il se trouve qu'il est écrit par un Sénégalais. Et donc, oui, pour toujours, dans l'histoire de la littérature sénégalaise, La plus secrète mémoire des hommes sera un livre écrit par un Sénégalais, couronné par le prix Goncourt. Et c'est important, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. Et tout ça part d'un texte. Voilà. Après, ma personne, disparaîtra, sera sans doute oubliée. Mais quoi que je fasse, je suis associé à ce livre-là. Et cette joie-là, peut-être cette fierté-là, je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas ignorer les implications historiques, symboliques d'un tel prix, même si je rappelle toujours qu'il s'agit de littérature, qu'il faut d'abord, et c'est ce que Alain Mabanckou dit, il faut d'abord l'inscrire dans un mouvement littéraire, il faut d'abord l'inscrire dans une signification littéraire à partir d'un texte, et seulement à ce moment-là, voir tout ce que ça peut créer historiquement, symboliquement,
Voilà, et ne pas mettre le symbole avant le texte, mais mettre le symbole après le texte. Et c'est là que le symbole prend plus de force, je pense. Mais que le prix dépasse donc l'homme que vous êtes. Oui. Les Goncourt, les jurys ont envoyé ce jour-là, selon vous, un signal et un message important à tout l'espace francophone. Oui, ça je le pense. Et là encore, ça dépasse ma personne. Ça montre que, j'espère en tout cas, que les grands prix littéraires français sont beaucoup plus ouverts maintenant à toutes ces voix littéraires qui viennent de l'espace francophone et qu'aujourd'hui, un jeune Congolais, un Béninois, un Haïtien, un Marocain, un Algérien ne se dira plus en réalité ces prix-là ne sont pas pour moi, je ne peux pas y avoir accès par la consécration de la plus secrète mémoire des hommes, par ce prix qui lui a été décerné. D'autres peuvent reprendre courage et se dire, en fait, c'est possible. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas français, que je n'habite pas à Paris, que je ne suis pas franco-français, que je n'ai pas la possibilité d'être lu, reconnu par un prix comme cela. C'est ça la signification et c'est ça le signal envoyé. Maintenant, pourvu que ça dure et que ça continue comme ça à s'ouvrir. Je ne veux pas dire qu'il faut chaque année donner le Goncourt parce que là, ce serait retomber dans un autre piège. Mais voilà, donner plus d'ouverture, de possibilités et reconnaître plus ces écrivains qui viennent d'ailleurs et qui contribuent à la richesse simplement de la langue française dans le monde. Une langue, comme disait Boilem-Sansal, ce français n'appartient pas aux Français, mais à ceux qui le parlent. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ce que la vérité, elle est disséminée dans tout le monde, dans tout l'espace du monde. Elle s'enracine dans des imaginaires très différents qui chacun l'enrichissent. Voilà. Et ça, il faut pouvoir le noter et dire qu'en effet, le français est plus que la France, déborde la France. Un mot tout de même alors sur justement la place dans l'imaginaire collectif occidental de l'écrivain noir. Et pour ça, je convoquerai volontiers un premier moment de lecture qui se trouve au début de votre livre couronné, celui où son jeune héros, Diagane, qui pourrait bien être vous, rencontre une égérie, une forte personnalité, Semarem Sigadé, l'ange noir de la littérature sénégalaise. Est-ce que vous pouvez nous lire ceci, page 56, je l'ouvre. Nous avions ensuite longuement commenté les ambiguïtés parfois confortables, souvent humiliantes, de notre situation d'écrivain africain ou d'origine africaine dans le champ littéraire français. Un peu injustement, et parce qu'ils étaient des cibles évidentes et faciles, nous accablions alors nos aînés, les auteurs africains des générations précédentes. Nous les tenions pour responsables du mal qui nous frappait, le sentiment d'être incapable ou de n'avoir pas le droit, c'était pareil, de dire d'où nous venions. Puis nous les accusions de s'être laissés enfermer dans le regard des autres, regard guêpier, regard filet, regard marécage, regard guet-apens, qui exigeait d'eux à la fois qu'ils fussent authentiques, c'est-à-dire différents, et pourtant similaires, c'est-à-dire compréhensibles, autrement dit encore commercialisables, dans l'environnement occidental où ils évoluaient. Qui étions-nous pour proférer des critiques si dures, intransigeantes, péremptoires envers ceux et celles sans lesquels nous n'existerions pas? Qui pour prétendre ne rien devoir aux devanciers à l'égard desquels pourtant nous avions une immense et impayable dette? Qui répétions-nous dans un écho infini, même si nous connaissions la réponse? Qui? Eh bien, seulement de jeunes imbéciles qui arrivaient à peine en littérature et qui se croyaient tout permis, de nouveaux qui seraient bientôt anciens et que les futurs louveteaux déchiqueteraient alors, puisque ainsi tourne le monde, oui, le monde allait ainsi et nous n'y représentions rien, sinon des poussières dans l'infini de la littérature, nous le savions. Mais alors, pourquoi étions-nous si arrogants, si prétentieux, si injustes, alors que nous ne valions sans doute pas mieux? Nous demandait encore notre conscience, et nous de répondre. Parce que nous éprouvons, comme tous les écrivains sans doute, l'angoisse de ne rien trouver et de ne rien laisser, et qu'au fond c'était nous-mêmes que nous critiquions, c'était notre crainte de n'être pas à la hauteur que nous exprimions, car nous nous sentions comme dans une caverne sans issue, et nous avions peur d'y mourir faits comme des rats.
Ce passage, et il y en a d'autres, évidemment, dans la plus secrète mémoire des hommes, Mohamed M. Bougar Sarr, cette discussion vive entre deux écrivains, j'imagine que vous les avez vécues en tant qu'étudiant, on pourrait en parler à l'infini, mais au moins, ça nous permet de voir à quel point il y a une relation très ambiguë, finalement, très à la marginalité dans l'espace littéraire français que parfois vous entretenez, et ça, vous le savez. Oui, bien sûr, bien sûr. On sait de toutes les manières qu'on appartient à une marge. Et là, quand je dis nous, ça semble être un peu global comme ça, mais disons qu'entre écrivains africains, on sait pertinemment qu'on vient d'une marge, en tout cas d'un espace qui s'est structuré à partir d'un centre qui s'est lui-même pensé comme centre pendant de longs siècles et qui a bâti cet espace-là autour de lui. Et nous savons que comme Africains, écrivains africains de langue française, on y arrive d'abord dans une situation de marginalité. Et la marginalité est toujours ambiguë, c'est qu'on peut exister dans une marginalité et en même temps, on a toujours l'impression qu'on n'arrive pas à entrer dans un espace où les œuvres que nous produisons seront accueillies sans les biais justement de la marginalité, sans le label que peut constituer une marginalité et sans finalement toute la différence, entre guillemets, que le fait de venir d'une marginalité peut inclure, peut provoquer dans la réception d'un texte, dans l'édition même d'un texte, dans la manière de parler d'un texte, dans la médiatisation d'un texte aussi. Donc tout cela, nous en avons conscience. En tout cas, moi, j'en ai eu conscience très tôt. Ce sont des questions de sociologie littéraire liées au rapport que le centre, qui est vraiment la littérature franco-française, a avec la littérature d'expression française, mais qui est produite par beaucoup d'autres écrivains, et particulièrement par les écrivains africains ou d'origine africaine. Voilà. Et dans toute cette relation-là pèse évidemment le fantôme d'un imaginaire colonial qui est encore présent et qui a fait de la littérature un espace d'exclusion finalement. C'est ça. C'est que la littérature elle-même n'y échappe pas. C'est très politique et ça s'applique, c'est de la politique appliquée à la littérature. Voilà. On va avoir l'impression de parler que de choses très sérieuses en évoquant ce Goncourt, cette plus secrète mémoire des hommes, ce livre fleuve, ce livre vertigineux récompensé et qui a fait plaisir à tant de gens. Alors c'est un livre qui revêt beaucoup plus de facettes que d'être simplement une peinture sans phare, mais que l'on trouve tous très utile, de l'histoire tumultueuse entre l'Afrique et l'Occident, cette fascination réciproque en quelque sorte, mêlée de peur qui lie l'homme africain et l'homme blanc. Il y a quand même tout ceci qui est contenu dans cette somme. Oui, une fascination réciproque avec ce que ça provoque de préjugés réciproques, ce que ça provoque de relations toujours biaisées et ce que ça provoque d'impossibilité aussi d'une relation qui soit beaucoup plus tranquille et qui se débarrasse finalement de l'imaginaire colonial qui pollue tout et qui fatigue tout le monde. Mais pour qu'on s'en débarrasse, il faut précisément que de chaque côté, le travail soit fait. Voilà. Et c'est ça, finalement, aussi que ce livre appelle. On est à ce moment-là, ce carrefour. Oui. Permettez-moi, Mohamed M. Bougar Sarr, de reprendre l'avion, de faire ces quelques 5h30 qui nous séparent de Paname à Dakar et de retourner là-bas au Sénégal. Et alors, je ne sais pas, dans la fratrie, puisque vous êtes 7 garçons dans cette famille, où vous vous situez petit dernier? Je suis le premier. Et vous êtes l'aîné? Oui. Ah, donc vous allez porter peut-être toutes les attentes sur vos épaules d'une trajectoire qu'on va suivre là et qui est presque celui d'un enfant modèle, Mohamed M. Bougar Sarr. Je ne sais pas si on peut le dire, mais quels sont, s'il fallait revenir à ce territoire de l'enfant, je ne sais pas ce que vous en faites de la petite enfance dans la manière de féconder un imaginaire aujourd'hui, mais il reste toujours quelque chose du petit enfant qu'on était. Oui, il reste quelque chose du petit enfant, il reste surtout quelque chose, en tout cas dans le rapport à l'imaginaire poétique des
des récits et des contes que j'entendais quand j'étais gamin. Et ça m'a aidé, ça m'a structuré, ça a, je pense, joué un rôle important dans la constitution de mon désir d'entendre des histoires et de raconter des histoires aussi. En quelle langue ? Le conte, c'était en sérère, ma langue maternelle. Puisque les Sarres, votre patronyme, ces familles-là appartiennent évidemment au peuple sérère. C'est ça. Et c'est la troisième plus importante ethnie du Sénégal. Oui. Mais s'il faut contextualiser, puisque si vous naissez à Dakar en 1990, c'est cela, très rapidement vous allez grandir à plus de 150 km à l'intérieur du pays, je crois dans l'épicentre de production des cacahuètes. Oui, arachidière, oui. Dans une petite ville d'Urbel, c'est ça ? Oui. Qui ressemble à quoi ? Diourbel est une petite ville vraiment, de production arachidière, donc assez désertique, assez sèche, où il fait extrêmement chaud. Donc, il faut imaginer une petite ville de province très modeste, voire pauvre, et c'est aussi important parce que c'est une ville, de production arachidière. Donc, ça a une importance dans l'approvisionnement en cacahuètes, en arachide, en huile d'arachide, enfin tout l'ensemble de choses. Donc, finalement, c'est une ville industrielle, mais c'est aussi une ville religieuse parce qu'il y a une grande ville, un grand centre religieux qui s'appelle Touba, qui est pas loin et dont le rayonnement religieux imprègne aussi la ville. Donc l'islam très présent. Oui, l'islam très présent. C'est une ville très étrange qui vit aussi très spirituellement les choses. Et cette ville-là a été celle de mon enfance et du début de mon adolescence. Depuis lors, j'y suis retourné très peu quand j'ai quitté la ville. J'y suis retourné très peu, mais j'en garde donc une image très liée vraiment à l'enfance d'Urbel. Votre père médecin généraliste, était donc en poste là-bas, si je comprends bien. Oui, il était en poste là-bas et il y est resté très longtemps. Il y a à l'école peut-être des premières figures, et puis ce sont ceux qui comptent dans la vie de tout le monde, et dans cette transmission du maître. Il y a aujourd'hui l'envie déjà d'un tribut. Il y a des gens qui vous ont donné envie d'écrire petit. Envie d'écrire, peut-être pas jusque-là, mais qui m'ont encouragé en tout cas dans la lecture, dans l'envie d'être dans les mots. De prendre les mots à bras le corps, parce que je pense que ce sont des gens qui sentaient très vite que c'était de là des mots que provenait l'appel qui m'était destiné. Donc oui, j'ai eu des figures de maîtres. J'ai dit tout à l'heure que j'ai pensé à ma famille, à mes proches après l'annonce du prix, mais j'ai aussi beaucoup pensé à mes maîtres et à mes enseignants, à mes professeurs pendant toute ma scolarité et depuis tout jeune. Il y a d'ailleurs quelques jours, notre promotion de Diourbel, donc parce qu'on est resté en contact, donc promotion d'amis, d'enfance, nous avons fait une sorte d'hommage qu'on a rendu au maître justement qui nous a marqué à cette époque-là et qui nous a eu les 2 dernières années de l'école primaire, qui s'appelait Monsieur Tin, qui a été quelqu'un de très important pour moi, et qui d'ailleurs me l'a redit quand je l'ai eu au téléphone récemment, de façon très touchante, qu'il savait de toutes les manières que je me dirigeais vers les mots, qu'il l'avait vu et qu'il n'était pas du tout... Il était content, mais pas surpris fondamentalement que je sois devenu écrivain, parce qu'il l'avait quasiment senti. Il l'avait senti dès lors et puis l'a encouragé. Voilà. Donc ça a été la première figure de maître comme ça. J'ai envie, comme si on faisait une pause musicale dans cet entretien, Mohamed Mbougar Sarr, de parler un peu de ces musiciens qui vous ont accompagné, qui constituent aussi la petite musique de la plus secrète mémoire des hommes, cet ouvrage récompensé. Et évidemment, on pense au mythique groupe des Diamonos de Dakar, les super Diamonos de Dakar, qui ont été son leader fondateur, et c'était Omar Pène. Ouais. En
1974, autant dire que 20 ans presque avant votre naissance. Et ça ponctue des moments de votre livre, cette quête de votre narrateur, ce double-là, le jeune écrivain Diagan Latifai, qui est bouleversé donc par la découverte de ce livre paru en 1938, on va y revenir, Le labyrinthe de l'inhumain, et ce livre qu'il considère comme étant un chef-d'œuvre absolu et qui l'intrigue. Et il y a une lecture que j'aimerais que vous fassiez, page 42, de ce petit moment où apparaît cette petite musique. Le super diamono joué et la voix d'Obsidienne en fusion d'Omar Penn cinglait vers le jour sur la calme mer nocturne. Dans son sillage, tranquille et splendide, glissait Mujé, un memento mori en forme de joyau unique, forgé dans la lave de 12 minutes de jazz. Dangay khalat ñun fu ñuy mujjé, disait-il. Souviens-toi de notre fin, pense à la grande solitude, songe à la promesse du crépuscule qui sera tenue pour tous. Rappel aussi redoutable qu'essentiel, aussi vieux que le temps, mais dont je crus mesurer la vertigineuse gravité pour la première fois de ma vie. C'est donc livré à cet abîme ouvert par le diamano et Penn que je commençais la lecture du labyrinthe de l'inhumain. Comment vous définiriez finalement cet acte-là, celui d'écrire ? Ça, c'est très difficile. Pour les définitions, je ne suis pas très doué. Disons que c'est en tout cas un moment à la fois d'ascèse, mais aussi de plongée plus profonde dans le monde et aussi en soi. Un moment de grand silence, mais aussi de grand bruit, puisqu'on entend aussi toutes les voix qui résonnent à l'intérieur de soi, mais aussi de l'histoire de la littérature, aussi, de tous les livres. Et c'est aussi profondément un moment de joie pour moi, où j'apprends beaucoup de choses sur moi, sur ce que c'est qu'être un homme, sur ce que c'est qu'être patient. Donc même c'est une école aussi morale très 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 belle, hein, la pratique de l'écriture, ce que ça nous oblige à faire comme sacrifice, comme don de soi, comme retrait, comme générosité, comme effort aussi, ce que ça demande de nous dans l'abnégation, la patience, l'humilité. C'est une véritable école et tout ça, je trouve ça dans l'écriture à côté de la joie pure et dure d'écrire. En 2014, La Cale, cette nouvelle, est publiée, récompensée. On remonte avec vous, Mohamed Mbougar-Sarr, toutes ces années. On remonte un peu la machine, on fait défiler le temps. Ce début en littérature arrive devant nous. Cette nouvelle, il y a 7 ans, vous en aviez tout juste 24, est récompensée par le prix RFI Stéphane Hessel. On va s'arrêter un peu, mais avant, il y avait plein de pages écrites, non ? Qui n'ont jamais été publiées. Sur quoi ? Pour qui vous écriviez alors ? J'écrivais dans un blog qui, d'ailleurs, je l'ai supprimé il y a quelques jours, mais jusqu'à très récemment, il tenait, ça s'appelait Choses Revues. Et ça a été l'espace comme du premier de mes textes que j'écrivais au départ, donc pour des amis en réalité, pour ceux qui lisaient, ma famille, qui suivaient un peu mon quotidien ou mes lectures, ou qui regardaient les chroniques que je faisais, des chroniques politiques, des chroniques littéraires, des chroniques de société, des satires, tout un ensemble de choses. Mais c'était un laboratoire d'écriture, mais des nouvelles, des bouts de textes, voilà, différents. Mais voilà, c'était ça, Choses Revues. C'est vraiment un laboratoire de fiction et d'écriture qui était destiné à un petit groupe d'amis, voilà. J'aime l'idée maintenant de faire résonner aux oreilles de nos auditeurs ce que furent vos premières lignes publiées. Le texte est d'ailleurs en accès libre sur Internet, je le précise. Juste ce premier chapitre de La Cale, cette nouvelle récompensée. Quoique le soir fût maintenant tombé, je parvenais encore à distinguer avec netteté les traits du vieux Francis.
La nuit était claire. C'était une de celles-là, peuplant l'été, dont la douceur n'incitait pas à rester à l'intérieur des maisons qu'écrasait encore la chaleur de la journée. Celle-ci, comme si elle avait attendu le soir pour se dégager des murs où elle s'était tapie au cours de l'après-midi, semblait suspendue au-dessus des pièces, nuée immobile et tyrannique. Le vieux Francis, du reste, ne supportait pas de demeurer à l'intérieur de la vieille maison la nuit venue. Il disait que la vérité, la beauté et le mystère du monde ne s'offraient à l'homme qu'à ce moment de la journée. Et pourtant, chaque soir, sitôt que je lui installais ce vieux fauteuil sur lequel il passait tant d'heures, il fermait les yeux et, assis à son côté, je me demandais alors si la beauté, la vérité et le mystère lui importaient réellement, puisqu'il ne regardait jamais le monde pour les y chercher. J'ai passé plusieurs de ces soirées à le regarder fixement, épiant ce moment où il ouvrirait les yeux pour contempler la nuit, l'interroger, la célébrer. Mais cela n'arrivait jamais, ou du moins il ne sortait de son sommeil, mais dort-il vraiment pendant toutes ces heures que pour se lever et, après m'avoir souhaité une bonne nuit, rentrer dans la maison que la masse de chaleur à la faveur de la fraîcheur de la nuit avait commencé à épargner. Il était alors généralement tard, et je ne le revoyais que le lendemain matin, au moment de préparer la petite salle où il recevait ses patients. Ces veillées se déroulaient dans un silence profond. C'est bien pour cela que je les aimais. Je n'étais pas très bavard, et le vieux Francis non plus. Sauf que cette nuit-là, le vieux Francis, ce médecin chirurgien français, prototype du côlon tropicalisé, va parler. Oui, il va parler et raconter au narrateur l'expérience d'un voyage qu'il a fait dans un bateau négrier où il a exercé comme médecin et où il a été confronté à l'expérience de la traite négrière dans ce qu'elle peut avoir de plus barbare, de plus inhumain. Et pourtant, au cœur de cette expérience-là, il y a un épisode de pure beauté et de pure tragédie qui le marque et qui marque sa mémoire au point de le hanter pendant toutes ces années. Et c'est cette expérience-là qu'il raconte dans la cale. Puisque vous êtes l'objet de toutes les attentions célébrées par le Goncourt Mohamed M. Bougar Sarr, on continue à comprendre d'où vous venez, qui vous êtes et ce que vous avez produit. Il y a ce premier roman, Terre Sainte, encore avec un jeu de mots, qui décrit la ville d'une petite ville sahélienne qui est fictive et qui est mise sous la coupe de milices islamiques djihadistes. Vous avez reçu pour ça le prix en 2015 Amadou Kourouma au Salon du Livre de Genève, et puis le Grand Prix du roman Métis de Saint-Denis, déjà les prix Saint-Denis de la Réunion, et puis le roman Métis des lycéens. Là, vous vous attaquez à un sujet grave, c'est le terrorisme, c'est l'intégrisme islamique, la figure du mal absolu, après les attentats de Charlie, après ou même pendant ceux du Bataclan. C'est votre cible, ça, de pouvoir dénoncer le mal, même si vous n'utilisez pas la plume comme une Kalachnikov? Oui, en tout cas, c'est une manière de pouvoir réfléchir aujourd'hui à notre rapport au mal et aux incarnations possible aujourd'hui du mal, et qu'est-ce qu'on peut en faire de ce mal, qu'est-ce que ça dit aussi de nous comme êtres humains simplement. C'est aussi une manière de se confronter à nous par l'intermédiaire maintenant de figures qui sont celles d'une sorte de mal absolu. Oui. Et c'est vrai que selon les contextes, les époques, les sociétés, ces figures-là peuvent tout à fait changer, être différentes. Mais oui, mes 3 premiers romans étaient autant de réflexions, de variations sur des figures possibles du mal aujourd'hui et de ce que ces figures-là disaient de nous-mêmes. Car le silence du cœur, votre second roman, le cœur avec un H, c'est le portrait de migrants africains en Sicile. Aujourd'hui, peut-être que vous écririez quelque chose qui aurait à voir avec ce qu'il se passe à Calais, où viennent de mourir 27 migrants
près des côtes françaises. Qui est vraiment responsable, Mohamed Mbougar Sarr? Ceux qui les font passer, ceux qui, comme beaucoup d'entre nous, ne font rien et sont donc complices, les politiques européennes, enfin, toutes ces questions-là vous encombrent? Oui, elles sont très difficiles et je ne pourrais pas les détricoter ici. Mais en tout cas, elles sont là et en effet, je me demande qui est responsable de tout cela. Est-ce que ce sont leurs pays d'origine, leurs sociétés d'origine, qui ne leur donnent pas souvent la chance? Est-ce qu'il faut les rattacher à un passé qui serait celui de la colonisation et de l'appauvrissement que ça a produit? Est-ce qu'il faut dire que les responsables sont les passeurs qui profitent de cette sorte de trafic humain? Est-ce que ce sont leur non-accès à la mobilité, au droit à la mobilité internationale comme tout le monde? Est-ce que c'est ça aussi qui crée ces drames-là? Est-ce que ce sont les politiques européennes qui refusent d'accueillir et qui sont en crise dans la question de l'hospitalité et qui cultivent cette dissymétrie-là devant la mobilité et devant le droit fondamental, la liberté de chacun d'aller goûter à la saveur du monde? Est-ce que c'est tout ça qui crée ça? Peut-être que c'est tout ça qui crée ça, en effet. En tout cas, je me pose la question et j'essaie d'en donner une lecture romanesque. L'écrivain, tel un témoin aussi du temps présent, 3e roman, avec la parution en 2028 de Purs Hommes, chez votre éditeur d'aujourd'hui, Philippe Ray et Jimsa. On se dit que définitivement les sujets graves ne vous font pas peur, puisque là, vous prenez un malin plaisir, enfin je ne devrais pas dire ça, à attaquer un vrai tabou au Sénégal et peut-être dans beaucoup de pays africains, qui est celui de l'homosexualité. Pourquoi ? Ça vous est aujourd'hui reproché, vous savez que vous êtes encore au centre d'une polémique, ou voilà. Oui. Non, parce que comme écrivain, je n'ai pas de regard idéologique sur les choses. J'essaie de mettre les choses, des questions en roman, en fiction. Et toutes les questions qui disent quelque chose de l'humanité ou qui peuvent l'interroger dans son rapport à la différence, l'interroger dans son rapport aux valeurs, l'interroger dans son rapport à la religion, à la culture, et son rapport à l'autre, tout simplement, quelle que soit sa forme. Toutes ces questions-là m'intéressent. Donc ce n'était ni par provocation, ni par... C'était un travail littéraire, quoi. Voilà. Je veux dire, la littérature s'empare d'un sujet et tente d'en dire quelque chose ou de poser des questions sur ce sujet-là à l'intérieur d'une société donnée. Et c'était la même chose sur l'homosexualité. Il se trouve que c'est un sujet qui est encore tabou au Sénégal pour des raisons culturelles, religieuses. Mais il faut bien distinguer ce qui relève de la religion de ce qui relève du travail littéraire. Et c'est justement ça, finalement, que beaucoup reprochent, finalement. C'est cette tentative d'autonomie que le roman tente d'avoir pour poser des questions à des sociétés données. J'ai, Mohamed Mbougar Sarr, une question lourde de sous-entendu, peut-être de sens aussi. D'où êtes-vous ? Il y a quelques jours, on me l'a posé et j'ai répondu que j'étais de la littérature. Et en effet, je suis de la littérature. C'est mon pays le plus profond. Mais je suis du Sénégal. Indéniablement, j'ai une nationalité. Quand j'ai un passeport, je ne peux pas faire semblant de ne pas en avoir un. Quand on ouvre mon passeport, on voit Sénégal. Et vous n'avez pas demandé d'ailleurs la nationalité française, c'est juste un compagnonnage peut-être. Oui, voilà, c'est un compagnonnage, mais je suis sénégalais et pas franco-sénégalais ou sénégalo. Non, je suis purement encore par nationalité sénégalais. Mais... Ça pose des problèmes des fois dans les aéroports. Oui, c'est parfois un peu... C'est pour ça que je ne peux pas oublier que je suis sénégalais. C'est précisément pour ça. Mais après, il y a un autre pays qui est un pays plus poétique, un pays de livres, un pays d'écrivains, un pays de voix qui me guide. Et ce pays-là est le pays de la littérature. Voilà. Je suis purement par nationalité sénégalais. Mais après, il y a un autre pays qui est un pays plus poétique, un pays de livres, un pays d'écrivains, un pays de voix qui me guide. Et ce pays-là est le pays de la littérature.
Et vient ce 4e roman, La plus secrète mémoire des hommes, ce livre que vous mettez 3 ans à écrire, aujourd'hui récompensé, Mohamed M. Bougar Sarr. Expliquez-nous de quoi il parle et répondre à la question de ma petite fille qui, quand je lui disais que je vous voyais aujourd'hui, du haut de ses 7 ans, et qui s'interrogeait, enfin j'interrogeais pour savoir ce que c'était pour elle un roman, elle me répondit c'est un gros livre. Et je lui disais ça peut être aussi un grand livre. Et quelle question tu voudrais poser à Mohamed M. Bougar Sarr? Il me dit alors comment il a trouvé l'idée? J'adore les enfants ou les plus jeunes parce qu'ils ont toujours des questions très, très concrètes. Comment est-ce qu'on trouve l'idée d'un roman? Alors, c'est plusieurs choses. On trouve d'abord l'idée parce qu'on rêve, parce qu'on réfléchit, parce qu'on laisse les idées venir à soi aussi. Et parce qu'un roman se construit vraiment dans le temps long. Il n'y a pas un moment où, en tout cas pour moi, il n'y a pas de moment où je me dis, voilà, j'ai mon idée. C'est une suite de réflexions, de lectures, de rêves, de doutes et d'observations du monde et d'exploration, d'obsession littéraire. Voilà. Donc une idée de roman vient comme ça. Mais ce n'est jamais pour moi un moment qui serait un moment de révélation. Ça se passe dans le temps parce qu'on a lu Yambo Ologem et que son livre est un... Voilà. Et à l'origine, derrière ce livre-là, que Wologem est derrière la figure de Tessie Eliman, que le devoir de violence est derrière la plus secrète mémoire des hommes. Et on a aussi l'idée parce qu'on lit Roberto Bolaño et que Roberto Bolaño nous libère. Donc voilà, on a l'idée parce que plusieurs personnes ou plusieurs événements ou plusieurs choses nous la donnent, tout simplement. Et si ce livre, La plus secrète mémoire des hommes, était le dernier, vous seriez content? Il ne sera pas le dernier de toutes les manières, c'est impossible. Il n'y aura pas, en tout cas, il y aura peut-être un dernier livre un jour, mais ce ne sera pas celui-là. Et ce serait dommage que ce soit celui-là. Donc non, si ça devait être lui, je ne serais pas content, non. C'était La couleur des mots de Mohamed M. Bougar Sarr, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almérac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. À retrouver sur le site kobo.com et sur la plateforme digitale de la Fnac, la Claque. La plus secrète mémoire des hommes est publiée aux éditions Philippe Ray Jimsa. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur kobo.com et fnac.com.